Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier la direction du CEDOC en espace dans le monde méditerranéen, de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, de nous avoir associés justement à l'animation de cette formation doctorale. Occasion qui nous a été donnée dans ces circonstances très exceptionnelles de communiquer avec nos doctorantes et doctorants des différentes disciplines inscrites dans le cadre justement de ce CEDOC. Notre intervention, bien spécifique à l'objet de recherche de la géographie, et à cette occasion, on chercherait plus à se poser la question autour de la fonction, du rôle du terrain dans le travail de recherche en géographie ou du géographe d'une manière générale. C'est une intervention dans laquelle, en introduction, on va essayer un peu de tourner autour de ce que c'est que la géographie, les questionnements autour du terrain et du rapport qu'entretient le géographe avec cet objet qui est le terrain, qu'on sait qu'il est le fondement même de la science géographique. Donc c'est une intervention qui s'articule autour de 3 points. Dans un premier point, on va essayer d'aborder de façon vraiment très globalisante des préalables qu'on exigerait justement pour le montage d'une recherche en géographie. Pour qu'en deuxième point, on va voir ce que représente le terrain dans la démarche de la recherche du géographe. Pour, en troisième point, on fera un petit retour sur les expériences de recherche que nous avons menées dans le cadre soit de l'équipe de recherche sur la région et la régionalisation au 3R avant qu'il ne soit développé en laboratoire ingénierie de tourisme, patrimoine et développement durable des territoires. Donc, de prime abord, une question. Laquelle question cherche à comprendre qu'est-ce que c'est que le terrain pour le géographe et comment la pratique de terrain peut-elle être interprétée. Est-ce une activité de base ou un simple complément des investigations statistiques ou techniques qu'aura réalisé le chercheur. Avant de passer, c'est-à-dire à voir comment le terrain s'identifie à la géographie d'une manière générale, j'aimerais d'abord vous montrer comment le terrain était une sorte d'identité qu'on collait à la géographie et au géographe. Et ça, je reviens à la question qui a été posée à Raoul Blanchard, qui est un géographe du début du siècle dernier, un géographe français du début du siècle dernier, où on lui a posé la question: à quoi reconnaît-on le géographe? Et sa réponse était on reconnaît le géographe à ses mollets, c'est-à-dire à ses jambes. Plus ses jambes sont solides, plus on sait que c'est un habitué du terrain, qui fait du terrain à pied ou à vélo. Donc il y avait une certaine tendance à associer, c'est-à-dire même la corpulence, je dirais, la morphologie du corps du géographe à sa pratique du terrain et par conséquent à la connaissance qu'il produit sur ce terrain. Qu'en est-il actuellement?
de la tendance générale que nous observons dans le milieu des géographes, non pas seulement au Maroc, mais ailleurs, c'est qu'il y a de plus en plus cette remise en cause de la suprématie du terrain et c'est-à-dire la non-exclusivité, c'est-à-dire de la pratique du terrain comme, je dirais, façon de produire de la donnée. En plus, donc, du fait que le terrain n'est plus la chasse gardée des seuls géographes. D'autres, c'est-à-dire champs disciplinaires, ont le terrain comme objet de travail, que ce soit en sciences géologiques, enfin en sciences des sols de manière générale, ou même en sociologie ou en économie ou en anthropologie, dans les autres sciences sociales. En plus de ça, il y a cette concurrence dans la production de la donnée de terrain, par utilisation de moyens techniques d'information numérique, de communication. Donc tout ce qui se rapporte à la banque de données, c'est-à-dire des données de façon générale et des photos imagerie satellitaire. Donc on a de plus en plus une certaine, c'est-à-dire hésitation à donner au terrain toute la valeur qu'il avait autrefois. Donc, pour cela, il est demandé aux géographes de se positionner par rapport à cet objet. Sachant aussi que la géographie, au niveau de la recherche, surtout les recherches doctorales, ne sont plus, je dirais, l'exclusivité des étudiantes et des étudiants qui ont un background de géographe, c'est-à-dire qui ont fait la géographie dès les premières années de leur cursus universitaire. De plus en plus, on a des écoles doctorales de géographie physique ou de géographie humaine qui reçoivent parmi leurs doctorantes et doctorants des personnes qui n'ont pas de cursus géographique. Et donc, s'inscrire dans une école doctorale sans avoir le cursus demande à ce qu'il y ait un effort de la part de l'étudiante ou de l'étudiant à s'imprégner de culture géographique et par conséquent à se positionner là aussi par rapport au travail du terrain. C'est pourquoi j'aimerais bien, à l'occasion de cette intervention, de revenir un peu sur les fondements de ce que c'est que la géographie. Et là, une définition de ce champ disciplinaire s'impose. D'habitude, quand on pose la question à un géographe en lui disant alors c'est quoi la géographie? Souvent la réponse qui est donnée, c'est une science de synthèse, dans la mesure où elle mobilise justement pour la construction de sa connaissance tout ce qui se rapporte aussi bien aux sciences du sol et de l'environnement de façon générale que des sciences sociales et humaines. Donc souvent on dit il est au carrefour de ces multisciences, donc de ces différents champs scientifiques à l'interface de la société et de l'environnement. Or, comme ça a été démontré bien avant moi, c'est finalement pas une définition ou une identité que je dirais ferait honneur à la géographie. Bien au contraire. Parce que la géographie est plus qu'une science qui fait la combinaison des différentes connaissances qui sont produites
par les autres sciences sociales ou de la nature. Car elle a un objet bien précis qui est l'espace. Et donc, on pourrait se poser la question, eh bien, c'est quoi l'espace? Eh bien, la réponse qu'on peut donner, eh bien, l'espace est un produit social. Et si on dit, eh bien, c'est quoi ce produit social? On répond, c'est le résultat d'une double interaction à différentes échelles géographiques, des interactions verticales, ça veut dire toutes ces relations qu'entretient l'homme d'une façon générale avec son milieu environnant, et pas son milieu environnant sur le plan paysager ou sur le plan justement de la récréation ou de la, c'est-à-dire du plaisir visuel. Et parce que c'est cet environnement qui contient toutes les ressources que l'on mobilise justement pour assurer en tant que société sa reproduction. Et donc ce qui fait, toutes les techniques qu'il développe pour pouvoir mobiliser cette ressource, qu'elle soit eau, forêt, sol ou autre, ce sont des interactions verticales qu'il met en œuvre entre lui et son milieu environnant. Et puis, il y a, en face de ces interactions verticales, d'autres interactions horizontales, et celles-ci, elles relient entre des lieux. C'est-à-dire que la richesse produite à travers justement ces interactions verticales est mobilisée dans une étendue géographique selon des flux qui prennent, c'est-à-dire qui sont autant de relations entre différents lieux constitués dans une sorte de configuration en réseau et qui nous met en face d'un espace justement organisé par ces flux d'échange de biens, d'hommes, etc., qui n'est pas ce que nous entendons souvent de l'espace géographique comme étendu. Donc c'est là une configuration de la géographie qui doit être intériorisée justement par tout étudiant qui voudrait se mettre dans les études géographiques à différents niveaux et encore plus quand il s'agit c'est-à-dire des études doctorales. Mais cette façon de voir la géographie n'est pas statique. Il est donc dynamique, il est variable dans le temps. Pourquoi? Parce que l'objet même, qui est l'espace, résultat de ces doubles interactions, il est dynamique. Donc il n'est pas figé. Il se transforme. Donc, plus l'objet se transforme, plus les approches ou c'est-à-dire la pensée mobilisée justement pour appréhender cet objet doivent se renouveler. Et donc on ne peut pas approcher donc l'objet de la géographie selon les préceptes qui ont, c'est-à-dire prédominé il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. Et donc la connaissance se renouvelle. Et on doit toujours se poser la question dans quelle perspective donc il y a tout le temps ce renouvellement de la pensée géographique. Donc pour illustrer un peu ce propos, on voit bien que dans l'environnement dans lequel nous vivons actuellement, en relation avec le changement climatique, avec la dégradation des milieux, de la biodiversité, etc., les approches géographiques ont tendance justement à avoir cette dimension environnementaliste et surtout c'est-à-dire les branches de la géographie physique. Donc ce qui fait, c'est on ne peut pas, c'est-à-dire actuellement, parler de c'est-à-dire de ce champ disciplinaire comme
focalisant son intérêt sur l'environnement, si c'est-à-dire on ne convoque pas comment ces questions ont été abordées par nos ancêtres, par les géographes qui nous ont précédés. Et là, on revient souvent à l'école de géographie allemande, qui a beaucoup insisté justement sur ces approches déterministes et environnementalistes, avec des grandes personnalités scientifiques comme Karl Ritter, Friedrich Hatzer ou Humboldt, où justement la prégnance de l'environnement l'emportait justement sur toutes les possibilités qu'avaient les sociétés humaines d'interagir avec leur milieu selon c'est-à-dire à travers des techniques développées à travers justement des innovations, etc. Il y avait une sorte de déterminisme qui faisait de l'environnement tout ce qui était supposé constituer l'espace produit par les hommes. Et donc avec un arrière-fond justement théorique autour de l'évolutionnisme darwinien, etc. Et puis, c'est-à-dire au-delà de ce déterminisme environnementaliste, la géographie française du début du XXe siècle s'est érigée en tant qu'école qui avait ses spécificités, dans la mesure où les fondateurs, dont Vidal de la Blache, ont cherché justement à dépasser ce déterminisme en invoquant toutes les possibilités qu'ont les sociétés humaines à développer des techniques, des pratiques pour pouvoir donner, c'est-à-dire des caractéristiques spécifiques aux espaces qu'ils produisaient et aux paysages qu'ils façonnaient. Mais, c'est-à-dire ce qui fait d'ailleurs toute la diversité sur laquelle, c'est-à-dire des milieux, des paysages sur laquelle s'appuient justement c'est-à-dire les préceptes de l'école de géographie française, qui malheureusement, enfin ou heureusement, qui s'est un peu enfermé dans des approches très monographiques régionales, d'où justement toute cette idée du palimpseste très, je dirais, artistique du tableau de la géographie de la France élaboré par Vidal de la Blache. Ce paysage qui va devenir avec Maximilien Sor le fondement même de la scientificité de la géographie, allant jusqu'à dire que les paysages sont pour la géographie ce que sont les nombres pour l'arithmétique. Donc cette tendance à faire justement cette analogie par le nombre avec les sciences mathématiques et statistiques, etc., va prendre toute c'est-à-dire son ampleur dans les écoles de géographie, c'est-à-dire qui prennent la région, c'est-à-dire plus tendance à faire la science régionale que vraiment ces approches monographiques comme elles ont été développées par les géographes français du début du XXe siècle. Et là, je pense qu'il y a l'influence de l'école anglo-saxonne et surtout de l'école américaine, et qui viendrait de l'ontologie même de l'espace de cette partie du monde qui est l'Amérique du Nord. On sait que, c'est-à-dire l'espace dans l'Amérique du Nord n'a pas cette profondeur historique qu'on lui trouve, par exemple, dans les régions de vieille civilisation. Et ceci, c'est pas parce que les
pays d'Amérique du Nord, c'est-à-dire le continent nord-américain, c'est-à-dire n'a pas connu de civilisation humaine avant l'arrivée des Européens, mais parce qu'il n'y avait eu aucune reconnaissance de la part des populations indiennes de ces régions dans la construction d'un espace à travers les siècles et les millénaires qu'ils ont, c'est-à-dire ils ont occupé ces régions. Donc ils ont été plus ou moins anéantis par une construction de l'espace à travers des modèles justement d'ingénieurs. Donc l'espace américain, il est le produit d'une approche matérialiste de la construction de l'espace où la science de l'ingénieur a été beaucoup investie. Et ça, on le voit, même si on n'a pas visité l'Amérique du Nord, on a lu sur ça, puis on a vu des films qui montrent justement que cet espace est vraiment à une construction, je dirais, géométrique, cherchant, c'est-à-dire le maximum de rationalité dans l'occupation de l'espace. Et donc, cette manière de construire l'espace a influencé la science géographique dans la mesure où il a adopté justement les modèles mathématiques et statistiques pour développer les sciences d'analyse spatiale régionale, qui va, c'est-à-dire être appropriée par des géographes du continent européen, surtout au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et commencer à parler justement de la révolution quantitativiste en géographie, où c'est-à-dire on a essayé de faire de la géographie une science très proche, plus proche justement de la physique que de l'histoire. Ce qui ne va pas durer longtemps, car vite on va se rendre compte que tous ces modèles spatiaux construits dans certaines c'est-à-dire branches de la géographie, comme la géographie par exemple des transports ou la géographie des villes d'une manière générale, c'est-à-dire on va y relever un certain appauvrissement par rapport à l'épaisseur historique des espaces. Et donc en se rendant compte que finalement ces modèles très élaborés sur le plan technique, mathématique, statistique, etc., sont d'une pertinence explicative certes importante, mais c'est-à-dire avec c'est-à-dire un manque de mobilisation de ce qui fait vraiment la caractéristique humaine d'un espace, celle que chaque espace porte en lui une mémoire. Et c'est cette mémoire qui en fait territoire, et ce retour au territoire qui va constituer justement une bifurcation dans l'évolution de la géographie vers des études plus en rapport justement avec les différentes combinaisons qui se sont succédées dans la production de l'espace à travers le temps et qui font civilisation, et comment justement dans la pratique de l'espace par les individus, par les groupes, il y a une mobilisation d'une culture, d'une vision du monde que ne peuvent pas rapporter les équations ou les modèles mathématiques utilisés par c'est-à-dire la géographie quantitativiste. Donc la géographie va commencer à se rapprocher de plus en plus de l'anthropologie, de l'ethnographie et aussi de la science politique. Actuellement,
pourrait dire que, surtout quand on observe un peu le champ de la géographie au Maroc, que finalement c'est-à-dire cette je dirais, dynamique de la pensée géographique n'est pas avec toute, se déploie pas avec toute cette clarté. Donc on est dans une géographie qui charrie avec elle, c'est-à-dire le poids d'une tradition où le terrain est toujours érigé, je dirais, en icône sacrée, ou c'est-à-dire perpétuant un peu la maxime qui dit qui ne fait pas terrain n'a pas droit à la parole. Mais au lieu que le terrain, c'est-à-dire constitue la base, le fondement à travers tous c'est-à-dire les éléments factuels c'est-à-dire qu'on y collecte pour asseoir une montée en généralité de la géographie, ce qui, c'est-à-dire domine malheureusement, c'est ce retour à la monographie. Et ça c'est-à-dire ça pose, ça nous pousse à poser des questions justement sur la validité de la connaissance produite en se maintenant justement à cette réalité du terrain sans pouvoir la verser dans des cadres théoriques qui permettent justement de monter en généralité et nous rapprochent plus justement des autres sciences sociales ou pour la géographie physique, des sciences de l'environnement. Car, bien sûr, comme j'ai dit au départ, nous vivons actuellement, c'est-à-dire une époque de progrès de la technique qui nous permet d'avoir, c'est-à-dire une maîtrise technique du terrain, peut-être des données, mais dans quelle mesure justement ce progrès technique a donné lieu à un renouvellement conceptuel, à aussi une redéfinition des hypothèses sur lesquelles nous basons donc nos recherches, etc. Et le dépassement justement du caractère technique de la recherche pour passer vraiment à un caractère scientifique. Car la recherche en géographie, donc, est une recherche dans la mesure où l'objet c'est l'espace, donc ce sont des recherches articulées sur l'espace. Autrement dit, la recherche en géographie est spatialisée. C'est-à-dire, donc, c'est l'étude des phénomènes humains, sociaux, etc., comme ils sont répartis dans l'espace. Et comment, c'est-à-dire, les mécanismes et les processus qui sont derrière, justement, ces formes de distribution, ces formes d'occupation que nous observons et qui font justement toute la diversité de la face de la Terre. Donc, c'est-à-dire le choix du terrain à ce propos devient aussi important que le choix de la problématique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, voilà,
moi je vais venir travailler sur ce terrain. Par exemple, dire je vais travailler sur le plateau Zemmour, ou par exemple la plaine du Rarb, ou le Haut Atlas oriental, ou le Haut Atlas de Marrakech, ou le littoral, etc. Avant que, c'est-à-dire, on ait réfléchi à la problématique qui serait la plus pertinente pour ce terrain. Donc, terrain et problématique sont deux éléments d'une même combinaison. Ici, un élément n'est pas présent, la combinaison ne peut pas avoir lieu. Un deuxième risque quand on attache beaucoup d'importance dès le départ au terrain, c'est celui de revenir justement à ce qui a caractérisé les premières écoles de géographie, qui est le déterminisme monographique. C'est-à-dire que finalement, je vais travailler sur le Rarb et je ne vais regarder que le Rarb ou une section du Rarb, sans savoir que le Rarb finalement est une plaine alluviale, c'est vrai, composée d'une partie littorale et donc d'une partie centrale et d'une partie périphérique, mais c'est un système spatial qui interagit, au sein duquel interagissent tous ces éléments que je viens de citer. Et le Rarb lui-même est un sous-système spatial d'un système spatial composé par l'ensemble du bassin versant du Sebou. Et donc, si on ne prend pas en considération justement ces interrelations entre notre terrain et ce système spatial de façon générale, et sur lequel seule la problématique posée pourra nous éclairer, on va passer à côté et on va tomber justement dans le raisonnement monographique en nous intéressant à un terrain très particulier. C'est pourquoi, c'est-à-dire comme préalable de recherche en géographie aussi, c'est d'investir avant le choix de la problématique ou du terrain, les terrains, c'est-à-dire la géographie du Maroc dans son ensemble, par exemple, si on n'a pas cette connaissance de la géographie régionale du Maroc, en arrivant justement c'est-à-dire avoir une distance pour pouvoir comparer entre les régions, etc., et quels sont les faits les plus pertinents à étudier là ou ailleurs, notre choix justement aussi bien de la thématique de recherche que du terrain peuvent rester non pertinents et donc nous introduire sur c'est-à-dire sur un itinéraire de recherche peut-être non balisé et qui pourrait nous, c'est-à-dire dans lequel on pourrait s'égarer. C'est pourquoi, avant de commencer toute recherche, la sélection du problème c'est-à-dire à étudier devient obligatoire. Mais autant que le terrain. Mais pour sélectionner ce problème, le terrain, on ne peut pas faire l'économie c'est-à-dire de penser, de réfléchir à la nature de la recherche que nous allons mener. Et là, bien sûr, de façon générale, il y a deux types de recherche. Il y a la recherche fondamentale ou la recherche appliquée. Et souvent, c'est-à-dire dans un parcours de recherche doctorale, on ne fait pas la part des choses entre
ce qui peut être une recherche appliquée dans ce que nous faisons et une recherche fondamentale. Et là, je pense qu'il faudrait justement s'arrêter c'est-à-dire s'attarder autour de ce que nous voulons à travers notre recherche. La précision du thème de recherche. Et ce n'est qu'en précisant le thème de recherche d'une façon vraiment réfléchie qu'on peut mettre en perspective un plan de travail adapté à l'accomplissement de nos objectifs. Donc, pour cela, il faut se renforcer en lecture. Commencer par un recensement des écrits qui sont produits justement sur les questions que nous voulons aborder, voir quels sont les aspects conceptuels, méthodologiques qui ont été développés avant nous pour pouvoir se positionner dans notre réflexion en perspective sur tout ce qui a été fait avant. Et donc, mener dans ce cadre, justement, des lectures, c'est-à-dire une consultation des cartes et tout, avec une distance critique et toujours donc chercher à faire donc en tirer les éléments qui pourraient servir à la construction de la recherche et à la compréhension surtout du terrain par rapport à la problématique que nous posons. Donc à partir de là, je peux dire que finalement, ce que je viens de dire là existe dans tous les manuels de recherche. Mais ce qui est important, c'est de dire que finalement, même si on dit ça, le chercheur, qu'il soit dans les débuts de son parcours, dans la fin de son parcours, il est le producteur, l'autoproducteur c'est-à-dire de ces méthodes de recherche et du type de rapport qu'il entretient avec la connaissance de façon générale et c'est-à-dire des connaissances qu'il met en perspective et qu'il cherche à produire. Et pour cela, c'est-à-dire il y a des précautions à prendre. Et ces précautions qui sont à prendre découlent, c'est-à-dire de notre état psychologique par rapport à ce que nous faisons. Parce que ce qui est remarquable dans le débat entre les différentes disciplines et dans le classement des disciplines en fonction de leur niveau de scientificité, il y a souvent justement cette séparation entre sciences dures et sciences molles. Et souvent, nous qui qui venons des sciences sociales, que les autres ont tendance à nous considérer comme des sciences molles, on développe certains complexes qui font que, ou bien on veut s'imposer, non sans une certaine naïveté, comme étant des scientifiques à part entière,
en se comparant aux sciences biologiques, aux physiques, etc. Et donc, ce scientisme naïf, souvent, qui a peut-être marqué, justement, qui a entaché un peu cette révolution quantitativiste que certains géographes ont voulu entreprendre et ont voulu, c'est-à-dire développer en géographie. Mais il y a aussi, c'est-à-dire c'est-à-dire la situation opposée, où voyons qu'il y a de la science que si elle est, c'est-à-dire quantifiée, que s'il est mené dans des laboratoires, et donc se développe un certain scepticisme chez le chercheur qui le bloque et qui l'empêche de produire de la connaissance. Parce que, c'est-à-dire l'étiquette science, il y a, c'est vrai, le modèle des sciences physiques, naturelles, etc., qui est un modèle, mais il y a le modèle des sciences sociales. Et on se rejoint dans notre capacité de soutenir une démonstration. C'est-à-dire vraiment d'argumenter ce que nous voulons dire. Et ce que nous voulons, c'est-à-dire ce que nous recherchons. Il fut un temps où sociologues, géographes, historiens, etc., se ramènent avec de la connaissance, mais on ne sait jamais comment cette connaissance a été produite. C'est-à-dire, il n'y a pas d'argumentation, il n'y a pas d'explicitation de la méthodologie, ni des présupposés théoriques qui étaient derrière la production de cette connaissance. Et donc, c'est-à-dire, pour dire, voilà, je produis de la science, il faut vraiment se rapprocher je dirais, du modèle de démonstration qui est général à toutes les sciences. Et ce n'est pas parce qu'on aligne les équations qu'on fait de la science. Au contraire, on ne fait pas de la science si on ne le fait pas. Donc, ce qui fait, il faut être sûr de soi et savoir qu'il y a tout un cheminement de la pensée qui nous permet justement de produire une science sans vouloir dire qu'il est exact ou n'est pas exact. C'est pourquoi, dès le départ, des questionnements s'imposent. Et donc, c'est-à-dire, il y a une chose que j'ai relevée chez surtout les anglo-saxons. Quand tu leur parles de ce que tu fais, ils te disent toujours, qu'est-ce que tu veux démontrer? Donc, si on se pose la question, je suis en train de mener une recherche, mais qu'est-ce que je veux démontrer? D'ailleurs, tout cet exercice maintenant de la thèse en 3 minutes, en 180 secondes, c'est ça, en 180 secondes, est un exercice qui pousse justement à démontrer ce que nous cherchons en peu de phrases, en peu de discours, mais qui permet à celui qui reçoit ce que nous disons de comprendre ce que nous faisons. Voyons ce que dit, par exemple, un manuel de recherche en sciences sociales sur ces questions. Enfin, tiré d'un manuel de recherche en sciences sociales, nos connaissances se construisent à l'appui de cadres théoriques, méthodologiques explicites, lentement élaborés, qui constituent un champ moins partiellement structuré. Et ces connaissances sont étayées par une observation des faits concrets. Donc il y a ce
va-et-vient entre justement c'est-à-dire l'élaboration du cadre théorique et c'est-à-dire des protocoles méthodologiques que nous devons expliciter pour justement justifier leur utilisation d'un terrain qui présente la pertinence pour donner une possibilité optimale d'arriver à des résultats originaux par rapport à ce que font d'autres chercheurs dans d'autres terrains ou sur d'autres problématiques. Donc on ne peut pas séparer donc ces deux faces de la même, c'est-à-dire de la même pièce. Mais c'est-à-dire quand on recommande justement de se doter en culture scientifique autour du terrain ou autour de notre objet de recherche, là aussi, il faut vraiment avoir le sens de pouvoir aller aux sources qui nous permettent d'avoir le plus d'informations, donc le plus de contenu sur ce que nous faisons, avec une gestion du temps. Parce que toute recherche est inscrite dans un échéancier temporel et on ne peut pas passer plus de temps qu'il ne le faut dans la collecte des sources bibliographiques, des données statistiques, etc., qu'on peut-être on ne va jamais utiliser. Donc il faut avoir cette intelligence de pouvoir aller vraiment au grain dès le départ. Et emprunter bien sûr le chemin le plus court et le plus simple pour un meilleur résultat. Parce que, c'est-à-dire, ne pas s'intéresser justement à nos questions de recherche, à nos hypothèses dès le départ et qui peuvent nous orienter dans ce que nous faisons, et toute question de départ ou toute hypothèse reste très relative parce qu'il est voué à être changé au cours justement de l'évolution de notre connaissance. Et là aussi, ce qu'il faut éviter justement en plus de c'est-à-dire faire le scientifique aguerri dès le départ, c'est justement de ne pas être simple dans c'est-à-dire l'expression de ses idées et dans sa manière d'expliquer ce que je veux faire ou ce qu'on veut faire. Donc, c'est-à-dire aussi bien pour la problématique, pour la question générale, pour les hypothèses, que pour le protocole méthodologique, il faut apprendre à en discuter. Et en discuter dans des termes très simples pour pouvoir arriver justement à faire passer le message à ceux qui vous écoutent et puis aussi à recevoir, c'est-à-dire alimenter votre réflexion par ce que les autres peuvent vous dire. Donc, j'en arrive au troisième point, au deuxième point, qui est le terrain dans le cheminement de la recherche en géographie. Et là, je voudrais retourner à ma première question, la question que j'ai posée au départ, qui est la suivante. La pratique du terrain est-elle une activité de base ou simple complément des investigations statistiques ou techniques? Et je pense que dans tout ce que je viens de dire,
terrain n'est pas, c'est-à-dire un cadre dans lequel on va mener un protocole méthodologique. Le terrain, il interagit justement avec la problématique. Et pas tous les terrains sont valables pour y mener n'importe quelle recherche. Il y a des terrains où, c'est-à-dire qui présentent une pertinence pour une problématique donnée et qui ne la présentent pas pour d'autres problématiques. Donc le choix du terrain ne peut pas se faire isolément c'est-à-dire de la problématique qu'on veut développer. Et dans ce propos, je voudrais faire un peu la différence entre la géographie physique et la géographie humaine. La géographie physique peut-être impose une prise en considération du terrain de façon plus importante que la géographie humaine. On trouverait plus de géographes humains qui ne font pas de terrain que de géographes physiciens. Même si maintenant, avec le développement c'est-à-dire de la télédétection et tout ça, et du SIG, il y a aussi de moins en moins de chercheurs de géographie physique qui vont sur le terrain. Mais ça reste que, on part du principe que finalement, là, c'est-à-dire ces moyens techniques ont renforcé la maîtrise du terrain pour le géographe physicien. Et c'est-à-dire la télédétection, par exemple, il ouvre la voie pour une meilleure compréhension du terrain et c'est-à-dire pour y mener des relevés, des prélèvements d'échantillons, des examens, à examiner et analyser au laboratoire, mais en même temps utilisé pour vérifier justement la validité de ce que présente la télédétection des photos aériennes par ce que l'on appelle la vérité terrain. Et aussi, il faut dire que, c'est-à-dire, on n'est que des humains, parfois il y a des milieux où il est difficile de s'introduire, d'aller sur le terrain, et l'utilisation donc de ces moyens devient une alternative qui favorise, quoi qu'on en dise, une possibilité de produire une connaissance sur des régions très éloignées. En géographie humaine, la part du terrain, même si je ne veux pas m'abuser beaucoup, c'est-à-dire elle est moins importante, même si je peux être critiqué là-dessus, qu'en géographie physique. Du moins, on pourrait dire réduite. Donc, je disais, cette opposition entre géographie physique et géographie humaine par rapport au terrain est tout à fait formelle. Parce que la question qui se pose, justement, c'est de voir si les protocoles pour aborder, protocoles méthodologiques pour aborder le terrain peuvent être envisagés selon des normes, des canevas habituels, ce qui n'irait pas, en tout cas avec ma façon de voir le rapport que doit établir le chercheur avec son terrain. Où la réalité du terrain impose plutôt des adaptations et, pour reprendre, c'est-à-dire une expression très utilisée, le recours à des bricolages méthodologiques. Et je serais plus
dans c'est-à-dire l'encouragement de ce bricolage méthodologique que dans l'utilisation de façon mécanique, justement, de canevas tout fait pour aborder, c'est-à-dire l'effet que nous utilisons, c'est-à-dire l'objet que nous utilisons dans un terrain bien particulier. Et là, je voudrais souligner quelque chose, c'est que finalement, c'est-à-dire parler de méthodologie, de canevas, de protocole méthodologique, c'est plus pour éclairer à partir d'expériences justement bien, c'est-à-dire d'expériences qui a accumulées, comment on a réalisé des arrangements avec le terrain pour pouvoir arriver à faire ce que nous faisons et à obtenir des résultats, plus qu'à dire voilà ce que je dois faire. Et là, je voudrais vous citer un article de Sylvain Guyot intitulé Une méthodologie de terrain avec de vrais bricolages et plein de petits arrangements, c'est-à-dire on est plus proche du petit artisan qui fabrique son objet et qui à chaque fois il développe une manière de fabrication, que vraiment de la grande industrie qui travaille sur les prototypes, c'est-à-dire qui fabrique les choses selon des prototypes bien précis. Et là, il dit, le terrain en géographie ressemble plutôt à une éprouvette dont on ne connaîtrait pas toutes les réactions à l'avance. Donc, ce qui fait, on est plus ou moins dans le tâtonnement quand on est dans un terrain, même si, comme j'ai dit au début, on a accumulé de la connaissance sur ce terrain et aussi sur l'objet sur lequel nous voulons travailler. Et donc, ce qui fait, il y a des hésitations du début, etc., pour arriver à trouver les combinaisons les plus optimales pour justement réaliser son travail. D'où, comme c'est-à-dire le souligne de Certeau, le terrain, c'est aussi un ensemble d'arrangements amicaux ou idéologiques avec certains acteurs dont le but ultime d'engranger le maximum d'éclairage sur l'objet d'étude adopté. C'est-à-dire que, finalement, quand on aborde le terrain, on l'aborde à travers ces hommes, ces acteurs. Et, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit se servir de ces acteurs comme se servirait un physicien d'une particule? Non, c'est-à-dire on ne peut pas envisager justement un échange avec les acteurs si on ne crée pas une certaine proximité avec ces acteurs. Et comme le dit un autre auteur, la pratique du terrain se façonne à travers la rencontre de la personnalité et de la subjectivité du chercheur dans un espace-temps bien donné avec un objet d'étude complexe et parfois difficile à appréhender. Donc le même terrain peut présenter autant de complexité qu'il veut, mais il sera appréhendé avec plus de chances de réussite par ce chercheur plus que par notre chercheur. Et cela relève justement de la personnalité de ce chercheur. Et il me vient à l'esprit une recommandation faite par une géographe ruraliste française, Jacqueline Bonamour, sur justement principes et méthodes en géographie rurale, où il dit que quand on va dans un terrain, il faut s'imprégner de l'ambiance sociale et culturelle de ce terrain.
Autrement dit, on ne doit pas s'isoler quand on est dans un terrain sur lequel nous menons une recherche. Bien sûr, les autres nous identifient en tant que chercheurs, mais nous, il faut falloir, le chercheur doit dépasser justement cet handicap de l'identité de chercheur pour paraître dans ce qu'il a de plus humain à ceux qu'il sollicite pour lui fournir de l'information. Et cette information ne peut pas venir seulement à travers des enquêtes, papier, stylo à la main ou dictaphone pour enregistrer un entretien. Là aussi me revient une histoire qui nous a été racontée par un éminent anthropologue où nous a parlé d'une expérience dans les Alpes où ils sont allés, c'est-à-dire réaliser des entretiens avec des paysans, des communautés paysannes des Alpes, et où personne n'a accepté c'est-à-dire de les accueillir pour leur donner des entretiens. Et ils avaient parmi eux un étudiant du Sénégal. Le lendemain, l'étudiant sénégalais, il est allé, il a commencé à sympathiser avec les gens. Et le soir, il est revenu avec plein d'informations sur ce que le groupe d'étudiants anthropologues recherchait dans cette sortie de terrain. D'où, c'est-à-dire l'éminent anthropologue a déduit une leçon, c'est-à-dire plus la distance anthropologique entre le chercheur et c'est-à-dire la personne ou le terrain est grand, plus il y a des chances d'arriver à de l'information. Et ça, on le constate, c'est-à-dire dans toutes nos recherches du terrain, c'est quand on a des étrangers avec nous, les gens ils sont beaucoup plus, c'est-à-dire communicants qu'avec leurs compatriotes. Et ça, je pense que c'est un secret des relations, des rapports humains, etc. Donc ce qui fait, c'est-à-dire, pour revenir à dire que finalement, pour mieux arriver à ce qu'on veut dans un terrain, il faut s'imprégner avec l'ambiance et ne pas hésiter justement à aller dans des cafés, dans des mariages, parce qu'il y a possibilité de collecter plus de données dans ces circonstances que, je dirais, données offertes spontanément que données souvent biaisées quand elles passent par la voie du questionnaire ou de l'entretien semi-directif. Donc, quelles sont les étapes pour l'élaboration d'un protocole méthodologique en géographie? Une première étape consiste en la délimitation du terrain comme un objet spatial d'étude, pas seulement un cadre qui accueille un chercheur. Cohérent, donc un objet spatial d'étude cohérent avec la problématique étudiée. Et le terrain ne peut pas, c'est-à-dire être choisi pour son exemplarité. Il faut le voir comme élément d'un système, élément, c'est-à-dire qui est dans des interactions systémiques à plusieurs échelles avec des niveaux spatiaux, soit inférieurs, soit supérieurs. Et donc, cette connaissance
du terrain, de ses habitants, de son ambiance, etc., nous permet, dans une deuxième étape, de faire les choix les plus pertinents des acteurs et des populations cibles que nous pourrons, c'est-à-dire avec lesquelles on pourrait établir des échanges et qui peuvent alimenter justement en information nos questions. Et donc une troisième étape, c'est celle où c'est-à-dire on définit notre protocole avec lequel on va aborder tout cela. Donc pour c'est-à-dire illustrer toutes ces questions que nous avons abordées dans cette intervention, bien, je vais revenir sur une expérience ou deux que nous avons eues dans notre équipe de recherche dans l'étude des migrations. La première est sur les espaces sociaux des migrants marocains en Espagne. Donc, cette étude sur, c'est-à-dire les espaces de vie construits par les migrants entre le pays d'accueil et le pays d'origine, c'est-à-dire les migrations des Marocains vers l'Espagne, appréhendées à travers justement cette mobilité circulatoire qui met en relation des lieux situés aussi bien en Espagne qu'au Maroc. Donc d'où justement cette notion de construction des espaces sociaux entre les deux rives de la Méditerranée. Et là, c'est-à-dire j'avance justement cette idée pour dire que finalement il doit être à l'origine de la construction de ma problématique, parce que la problématique ne tombe pas du ciel, et comme je l'ai dit auparavant, il se dégage d'une investigation profonde du sujet. Et là, justement, je ne peux pas faire l'économie de connaître ce qu'a produit la littérature sur les migrations en Espagne. Dans sa profondeur historique, depuis la conquête de l'Andalousie jusqu'à la Reconquista, etc., puis après la colonisation espagnole du nord et du sud du Maroc, les questions de proximité géographique entre le Maroc et l'Espagne, et de la distanciation, je dirais, de la distance importante anthropologique, religieuse et culturelle entre les deux rives de la Méditerranée, mais aussi, c'est-à-dire l'aspect que prenne la migration actuellement, depuis, c'est-à-dire le développement qu'elle a eu à partir du début des années 80 et c'est-à-dire l'accès de l'Espagne à l'espace économique, mais c'est-à-dire européen. Donc, tout ça pour dire que c'est-à-dire l'approche de la migration doit prendre en considération ces variations du contexte. C'est-à-dire, on l'a vu par exemple avec les crises économiques qui jalonnent le XXe siècle, depuis la crise pétrolière de 1973 jusqu'à la crise économique de 2008. Actuellement, on le voit par exemple avec la crise imposée par le Covid-19. Donc, si je m'intéresse à la problématique migratoire, il faut que je prenne en considération ces variations dans le contexte où se déploient ces migrations. Et puis après, voir un peu comment ils se configurent dans leur forme, dans leur volume, c'est-à-dire dans leur contenu, etc.
et comment, c'est-à-dire, elles sont nourries, et comment le migrant aussi perçoit, que ce soit son espace d'accueil, qui est l'Europe par exemple dans ce cas, ou son pays d'origine. Donc ce n'est qu'avec cette connaissance bien approfondie de mon sujet, qui est là l'émigration, que je vais me permettre de formuler ma question de recherche. Et dans ce cas, ma question de recherche, c'est comment, par exemple, l'Espagne ou l'Andalousie participent à la reproduction du fait migratoire. Et sous quelle forme? Et comment cette immigration contribue à la multiplication des formes de mobilité et à la construction de nouvelles territorialités urbaines et rurales liées à l'immigration dans les régions d'origine et dans les pays d'accueil. Donc ce n'est qu'en rapport avec ce que j'ai accumulé en connaissance justement sur le fait que je vais c'est-à-dire retenir comme objet de ma recherche, que je vais développer aussi bien ma problématique que ma question de recherche. Et donc, pour cela, la question du terrain se pose dans les mêmes termes. C'est-à-dire que si je veux étudier l'immigration des Marocains en Espagne, et là, je ne voudrais pas rentrer dans c'est-à-dire dans les détails du projet, parce que c'est un projet qui était entre deux universités, entre notre université et l'université de Grenade, où des collègues, c'est-à-dire en Andalousie, se sont occupés des migrants, et que nous, ici, on s'est occupé des familles d'immigrants. Donc, parce qu'on est dans une démarche spatiale, c'est-à-dire de l'espace migratoire de ces personnes. Donc, ce qui fait pour nous, on ne va pas, c'est-à-dire aller n'importe où et dire voilà, on va commencer à étudier les Marocains qui sont en Espagne. Qui c'est qui nous dit que vraiment, c'est-à-dire l'immigration vers l'Espagne est importante dans ces régions? Personne, ça ne se voit pas. Non plus les statistiques officielles, etc., ils n'existent pas. Donc, ce qui fait, on s'est basé sur la connaissance que les collègues en Espagne ont justement de l'origine, parce que là-bas, quand tu es étranger, tu t'inscris dans un registre qu'ils s'appelle là-bas le padron. Quand tu changes de domicile, tu dois le déclarer, etc. Donc, ils ont une traçabilité des personnes, des Marocains qui sont en Andalousie. Chose que nous n'avons pas ici. Donc, nous, pour choisir les terrains dans lesquels nous allons, c'est-à-dire mener nos recherches, il a fallu nous baser sur, justement, ces données statistiques et padrons. Donc, faire une cartographie dans laquelle c'est-à-dire on hiérarchise, c'est-à-dire les migrants, c'est-à-dire les régions, en fonction des effectifs des Marocains déclarés dans ce registre en Andalousie. Et donc, on a, élaboré une carte, deux cartes. Une première carte, justement, qui donne, c'est-à-dire l'origine des Marocains en Andalousie selon les lieux de naissance, et une deuxième carte selon le dernier lieu de résidence au Maroc. Ce qui nous permet en même temps de connaître les régions c'est-à-dire où sont nés ces migrants, mais aussi leur itinéraire migratoire à l'intérieur du Maroc. Et donc ce n'est que c'est-à-dire en combinant ces deux cartes qu'on a sorti les régions qui apparaissent les plus pertinentes pour nous permettre justement de réaliser notre protocole d'enquête et d'entretien
et avoir les résultats avec la pertinence attendue. Et c'est dans ce sens que vraiment on a sélectionné les 5 ou 6 régions dans lesquelles on a procédé à notre travail de terrain. Mais une deuxième étape de ce travail de terrain, c'est, comme tout travail sur l'immigration, on a cette double approche quantitative et qualitative. Et il n'y a pas de, je dis double approche, mais c'est des approches qui se complètent. Donc, pour arriver justement, maintenant nous avons les régions, mais nous n'avons pas de population mère. Donc, on n'a pas de population mère sur laquelle on pourrait, c'est-à-dire c'est-à-dire d'où on pourrait sortir un échantillonnage sur lequel on pourrait faire c'est-à-dire qu'on pourrait soumettre à l'enquête quantitative. Parce qu'il va falloir situer l'immigration en Espagne, c'est-à-dire à l'intérieur des autres flux migratoires. C'est là où intervient ce que nous avons dit tout à l'heure, le bricolage méthodologique. Dans l'équipe, il y a eu une expérience avant où ils ont eu recours justement à des, on dirait maintenant des clusters, où ils ont mené des enquêtes pour pouvoir construire cette population mère. Elle a vu les moyens dont on disposait, et comme l'immigration vers l'Espagne concernait, à l'époque où nous réalisons ce projet, concernait surtout les jeunes, garçons, c'est-à-dire hommes et femmes, etc. On s'est dit que la population qui serait à même de nous instruire sur la réalité migratoire des familles, ce sont ces populations jeunes. Et donc, pour avoir accès à ces populations jeunes, on est allé faire nos enquêtes, nos pré-enquêtes, dans les lieux où on avait la possibilité d'avoir accès à une population jeune. Et ce sont donc les universités et les lycées, enfin, c'est-à-dire les lycées, je dirais, première et classe du baccalauréat. Et donc, on a mené nos premières enquêtes là-dessus, ce qui nous a donné, ce qui nous a permis donc de disposer d'une base de données sur les migrations d'une manière générale et dans laquelle on a pu, c'est-à-dire avoir c'est-à-dire la proportion relative de l'immigration en Espagne et en Andalousie par rapport au flux migratoire d'une manière générale. Donc ça a été là, c'est-à-dire l'expérience, c'est-à-dire de l'imagination, c'est-à-dire produit d'une imagination qui nous a permis finalement de mener notre enquête et d'avoir ces données générales sur l'immigration. Et qui nous a permis de passer à la deuxième phase qui est celle justement des enquêtes, enfin plutôt des entretiens
qui nous ont permis finalement d'approfondir nos, c'est-à-dire les résultats que nous avons eu, que nous avons pu obtenir dans l'enquête quantitative, et de passer à un niveau supérieur, celui d'arriver à comprendre justement les relations qu'entretient c'est-à-dire les migrants marocains en Espagne avec leur pays d'origine. Et donc là non plus, on ne peut pas le faire au pif. On ne peut pas aller dans une des régions que nous avons sélectionnées parce qu'il y a une proportion de migrants en Espagne qui est importante. Comme ça, aller chez les gens et leur dire voilà. Donc on a travaillé en synergie avec nos collègues de Grenade. C'est-à-dire, eux, ils ont enquêté auprès de migrants marocains en Espagne et ils leur ont demandé dans quelle mesure il serait possible à l'équipe marocaine d'aller chez leur famille pour mener des entretiens avec elles. Donc, les collègues nous ont, c'est-à-dire, ils ont mis à notre disposition un carnet d'adresses avec des numéros de téléphone et on s'est mobilisé et on a pu visiter donc, les familles des migrants dans différentes régions sélectionnées pour mener avec elles donc, des entretiens sur c'est-à-dire toutes ces dimensions cachées que le chiffre ne peut pas révéler. Entre autres, reconstruire donc, le projet migratoire de l'immigré avant son départ, rétablir sa trajectoire migratoire au Maroc, identifier les rapports possibles entre son immigration et la mobilité résidentielle de ses parents, et repérer les nouvelles formes de vie relationnelle avec sa famille et son pays d'origine. Autrement dit, revenir justement à la construction de ces espaces sociaux entre le pays d'origine et le pays d'accueil, avec une dimension, c'est-à-dire circulatoire, entre le Maroc et l'Andalousie, et puis après, entre d'autres espaces européens dans lesquels les mêmes migrants circulent et les font relier avec le Maroc. Donc c'est là une expérience qui a été édifiante et comme vous voyez, depuis c'est-à-dire la construction de la problématique jusqu'au choix du terrain et puis jusqu'au c'est-à-dire aux moyens mis en œuvre et qui rentrent plus dans le bricolage que dans le respect d'un canevas bien tracé pour arriver à mener donc le travail de terrain et réussir à arriver justement à produire du résultat et par là c'est-à-dire la production scientifique en ouvrage et en chapitre d'ouvrage et en article dans les revues. Donc, si vous permettez, je vais m'arrêter là. Il y a d'autres expériences où on a fait appel justement à ce bricolage méthodologique pour appréhender des terrains très difficiles. Et là, je cite l'étude justement sur les subsahariens à Fès, donc un milieu difficile d'accès, etc., où on a développé des stratégies pour arriver à faire aussi bien l'enquête quantitative en mobilisant donc des migrants subsahariens avec un niveau universitaire que nous avons pu, c'est-à-dire contacter passant par des associations, etc. Et puis, c'est-à-dire tout le cadre que nous avons créé,
je dirais, à Fès, pour pouvoir renforcer nos liens avec cette population de migrants, pour arriver à mener c'est-à-dire nos entretiens et aller au-delà, c'est-à-dire de la simple, c'est-à-dire du simple rapport enquêteur-enquêté ou intervieweur-interviewé, c'est-à-dire pour c'est-à-dire tisser des liens où les langues se sont déliées, où il y avait une mise en confiance et où on a pu quand même collecter de la donnée pertinente, que là aussi elle a donné lieu à des publications dans des revues internationales, etc. Donc, ce qui fait tout cela pour vous dire que finalement, c'est-à-dire, je dirais que le chercheur, il ne faut pas qu'il s'embourbe, qu'il s'englue à vouloir faire ce qu'ont fait les autres avant lui. Mais essayer de s'instruire des expériences des autres pour innover par rapport à l'expérience qu'il est en train de mener dans la réalisation de sa recherche. Et donc, je termine avec ça et merci.